La zone euro est pleine de surprises. Les pires sont largement publicisées, mais elles ne sont pas toutes mauvaises. Nous retrouvons Vincent Juvens, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, sur les perspectives européennes. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, alors, beaucoup de surprises en Europe. De quoi s'agit-il? Car elles ne sont pas toutes mauvaises, effectivement. Non, en effet, 2014, finalement, le début de l'année 2014, avait habitué à un flot de assez mauvaises nouvelles sur la zone euro. Mais c'est vrai que depuis le second semestre de l'année 2014, je pense qu'il y a un certain nombre de tendances positives qui sont de plus en plus palpables et qu'on peut observer désormais dans les indicateurs économiques. On peut observer que lorsque ces indicateurs économiques sont synthétisés dans des indicateurs de surprise, notamment calculés par Citigroup, mais on peut observer que ces surprises sont aujourd'hui largement positives en zone euro. Et en tout cas, on peut observer que la zone euro se distingue par rapport aux 10 plus grandes économies mondiales, notamment par rapport aux États-Unis. Voilà une excellente nouvelle, mais on parle toujours des réformes de la zone euro qui n'ont pas été faites, qui sont trop en retard. Qu'en est-il en réalité? Je pense que derrière, en effet, ces surprises positives, il faut voir l'impact des premières réformes structurelles qui ont été implémentées ces dernières années, en ce y compris en 2014 dans les pays cœurs de la zone euro. Alors on avait vu naturellement que la périphérie européenne des réformes avaient été implémentées, obligées en cela par notamment le plan de sauvetage de la Commission européenne, du FMI, qui avait imposé à certains pays comme la Grèce, dont on parle beaucoup pour l'instant, Portugal, l'Irlande, une cure d'austérité drastique. Ça s'était notamment matérialisé par des baisses de salaires nominaux. On a pu le voir notamment à la périphérie européenne. On a vu que les coûts unitaires du travail ont baissé sensiblement. On peut voir qu'au cœur de la zone euro, on n'a pas fait ce genre d'efforts. Notamment la France, l'Italie, l'Allemagne sont restés en retrait de ce point de vue-là. Je reste cependant optimiste sur l'aspect réforme structurelle, puisqu'on a pu voir durant le second semestre 2014 que M. Renzi a pu arracher notamment en Italie le vote du fameux Job Act, qui a pour en tout cas ambition de flexibiliser davantage le marché du travail et d'abaisser un petit peu le niveau de protection. C'est quelque part l'objet du graphique qui est ici proposé, qui est un graphique qui est basé sur des données de l'OCDE, qui va mesurer un indice de protection des travailleurs en zone euro. Plus on est protégé, moins évidemment les entreprises sont promptes à engager dès lors qu'elles observent les premiers frémissements de croissance économique. On peut voir qu'aujourd'hui c'est plus flexible en Italie. On peut voir même que dans un pays comme la France, donc on a beaucoup critiqué pour en tout cas son absence de réforme, eh bien il y a là également une dynamique positive qui semble s'installer. On a eu un pacte de responsabilité qui a été signé avec un certain nombre de secteurs au mois de mai. On a vu qu'un certain nombre de secteurs ont répondu positivement à ce pacte de responsabilité en fin d'année avec l'annonce de création de milliers d'emplois, notamment le secteur de l'assurance ou de la chimie. On peut voir que depuis le début de l'année, on parle beaucoup de la loi Macron en France, qui est un peu une loi fourre-tout, mais qui a en tout cas pour ambition dans certains domaines de l'économie française, justement, de la flexibiliser davantage, avec notamment des ouvertures de commerce le dimanche, qui je pense sont loin d'être anecdotiques. Je dis souvent, finalement, quand on va faire un city trip à Paris, qu'on est chinois, japonais ou américain, on passe traditionnellement son samedi et son dimanche, mais le dimanche, il n'est pas possible d'aller faire ses courses aux Galeries Lafayette, alors que ma foi, à New York, chez Macy's, c'est tout à fait possible, ou chez Harrods le dimanche, à Londres, c'est également possible. Ce sont des éléments qui vont apporter du dynamisme à l'économie, et il est bon en tout cas d'observer que ces réformes paient déjà actuellement, et c'est notamment ce qu'on peut voir dans ces indicateurs de surprise économique qui aujourd'hui surprennent positivement. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'en Italie, la production était déjà en hausse. On avait déjà des résultats tangibles. On a pu observer en effet ce matin que pour le second mois consécutif, la production industrielle en Italie est en progression. Ce n'est pas le seul indicateur sur la zone euro naturellement qui est positif cette année. On a pu voir notamment que les prêts bancaires en zone euro, qui est en contraction, je dirais, permanente depuis un certain nombre de mois, ont enfin affiché une progression au mois de décembre. Donc on observe déjà là une dynamique un petit peu plus positive sur ce plan. Par rapport au sentiment, on peut voir notamment qu'en Allemagne, des indicateurs comme l'IFO ou comme le ZOO sont tout à fait bien orientés dernièrement. On a pu voir notamment que les ventes au détail en Europe ont également surpris agréablement. Donc je pense que, je dirais, dans tous les pans de l'économie européenne, on peut voir aujourd'hui des signes d'amélioration. Alors, à cela, il faut ajouter bien sûr la baisse de l'euro et la politique de la BCE, et en particulier l'augmentation de la masse monétaire M3. Oui, alors moi, toujours par rapport à l'action de la BCE, j'aime à souligner, en tout cas, l'enthousiasme que suscitent chez moi les mesures prises par la BCE au mois de juin 2014 et au mois de septembre 2014. Je pense que c'était apporter des bonnes réponses aux problèmes structurels de la zone euro. D'abord, on a pâti d'un euro fort qui, en tout cas, nous a pénalisés, notamment dans la capacité à exporter. Et Dieu sait que c'est important pour une économie ouverte comme la zone euro. On a actuellement un euro qui a baissé d'à peu près 20% par rapport au dollar. C'est
c'est pour une économie européenne qui génère 50% du chiffre d'affaires de ses entreprises hors zone euro, tout à fait intéressant. Je suis sûr que les Airbus de ce monde vendront cette année plus facilement leurs avions que Boeing, par exemple. Donc c'est quelque chose qui va naturellement soutenir la tendance. Alors, on a un problème également en zone euro, c'est qu'on ne parvenait pas, en effet, il fallait absolument faire progresser à nouveau la masse monétaire pour, espérons-le, prochainement créer un petit peu d'inflation. On sait que la BCE essaie d'avoir pour objectif une inflation proche mais inférieure de 2%. Et on sait que cette inflation est relativement bien corrélée avec la croissance de l'agrégat monétaire M3. On a eu, en dernière publication, une croissance de l'agrégat monétaire de 3,6%, ce qui est tout à fait encourageant. Donc il y a là réellement un travail positif de la BCE qui a été complété en ce début d'année par l'annonce d'un plan de quantitative easing version européenne qui sera implémenté dès le mois de mars et où on verra la BCE à la manœuvre plus active sur les marchés obligataires. Ce sera évidemment un élément qui va impacter grandement les marchés obligataires européens, comme le quantitative easing américain a pu, je dirais, impacter notamment l'environnement, enfin les taux sur les marchés obligataires américains. Alors justement, à propos de marchés obligataires, il y a un mismatch en Europe entre l'offre et la demande. Oui, alors ce mismatch, il est même global. On a pu observer que l'an dernier, il y avait une demande pour des obligations qui a dépassé l'offre d'à peu près 500 milliards de dollars. On observe finalement que, même si on a beaucoup parlé de l'arrêt du quantitative easing américain en octobre de l'an passé, eh bien, on a à côté de cela une banque centrale européenne, une banque centrale japonaise qui sont toujours à l'achat. Et même la Fed, d'ailleurs, maintient à l'heure actuelle son bilan, je dirais, stable à 4 500 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que la Fed reste un acteur majeur sur les marchés obligataires. Donc, il y a vraiment une demande d'obligations qui reste forte, qui est complétée en cela, notamment par la demande des fonds de pension, des institutionnels, qui sont, par voie de régulation, obligés de continuer à investir dans ce genre d'actifs. Donc, une demande très importante. À mettre par rapport à cela, une offre qui, elle, est en baisse structurelle, puisqu'on demande aux États de ce monde de diminuer leur déficit budgétaire, de diminuer leur niveau d'endettement. Alors on est encore loin de l'objectif naturellement, mais enfin il y a une dynamique positive qui s'installe. On peut voir que les déficits budgétaires diminuent fortement aux États-Unis. C'est même le cas dans la plupart des pays européens. Donc les besoins de financement diminuent et on a pu voir qu'en 2010, qui était une année record en termes d'émissions de dette souveraine, puisqu'on avait 3 000 milliards de dollars d'émissions de dette souveraine, eh bien on peut voir que par rapport à 2010, en 2015, on s'attend à ce que l'émission de dette souveraine atteigne à peine plus de 1 000 milliards de dollars cette année. Donc globalement. Donc ça veut dire que ce mismatch entre offre et demande d'obligations est fait pour durer, et ce d'autant plus que la Banque centrale européenne va faire progresser son bilan, va faire retrouver à son bilan la taille qu'il avait en 2012, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a encore 1 000 milliards d'euros qui seront injectés dans les marchés obligataires et qui vont générer de nouvelles distorsions au sein de ceux-ci. Et en particulier, cette politique devrait favoriser le high yield européen. Ça devrait, je pense, favoriser l'ensemble des marchés obligataires européens. J'ai parfois peine à le dire vu les niveaux de valorisation atteints sur ces marchés. Il est vrai que quand on voit finalement un 10 ans allemand se traiter aujourd'hui à 0,3, on a du mal à être enthousiaste par rapport à cela. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une probabilité qui est plus de 50% d'avoir un 10 ans allemand qui soit en territoire négatif à la fin de l'année. On a déjà à l'heure actuelle à peu près 25% de la market cap des obligations souveraines en zone euro qui traitent à taux négatif. Je pense que ceci va continuer à durer. Donc ça veut dire que pour un certain nombre d'investisseurs, le rendement issu de son portefeuille obligataire va continuer à diminuer. Donc il va falloir en effet chercher des alternatives. Alors la BCE en tant que telle ne va pas acheter des obligations à haut rendement européennes, mais il est certain que vu la raréfaction de la ressource obligataire, un certain nombre d'investisseurs seront contraints d'aller chercher plus bas dans l'échelle de notation des opportunités en termes de rendement. Et je pense que finalement le high yield européen est une alternative face à cette situation, et pour plusieurs raisons. Alors le high yield européen profitera
profitera, je dirais, des effets collatéraux de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, profitera également du fait que, aujourd'hui, ce qui inquiète les investisseurs par rapport au marché à yield de manière générale, c'est certainement la présence du secteur énergétique dans le marché à yield américain, qui représente entre 13 et 17% de l'univers. Et on sait qu'avec la baisse des prix pétroliers, ça commence à créer un petit peu des risques voir une augmentation de défauts dans ce marché-là. Le marché européen est très faiblement exposé au marché énergétique. On peut estimer que la présence du marché énergétique est un peu inférieure à 2% au sein de l'univers. Donc ça fait que le Europa Yield est finalement une belle alternative de diversification pour les investisseurs. Enfin, et nous l'évoquions en début d'entretien, finalement l'économie européenne va mieux. Faire un pari sur la dette à haut rendement, c'est un pari sur l'économie sous-jacente. Donc ça veut dire qu'on a des taux de défaut qui sont déjà historiquement bas sur la dette à haut rendement européenne. Compte tenu de l'embellie conjoncturelle qu'on peut voir actuellement, on peut logiquement estimer que ce taux de défaut restera sous contrôle dans les prochains mois. Vincent, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu.